Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'avez vu, un point lecture. J'ai 6 lectures dont je voulais vous parler. Ce sont des lectures que j'ai fait au mois de février principalement. C'est parti, on y va. Vous allez voir, il y a... Alors je vais commencer par ce qui est contemporain, thriller. Et ensuite, j'ai lu quand même pas mal de titres en fantasy, en science-fiction. Ce sera la deuxième partie de la vidéo. On démarre tout de suite avec un titre contemporain. J'ai lu La Toile des femmes de Solène Joubert aux éditions M+, c'était un service presse que j'ai lu avec grand plaisir. Un roman qui est pas très long, qui fait moins de 300 pages, qui est un roman sur la maternité. Alors on va suivre Esther qui est... elle travaille pour une ONG au Burkina Faso avec son amoureux qui s'appelle Pierre, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Elle est enceinte de 7 mois, les djihadistes prennent plus ou moins le pouvoir et donc Esther est contrainte de s'enfuir et de rentrer à Paris. Pierre lui dit qu'il va la rejoindre pour l'accouchement bien sûr et en fait rien ne va se passer comme prévu. Elle va arriver à Paris, elle va se retrouver seule, enceinte de 7 mois. Elle va accoucher d'un bébé prématuré et Pierre ne reviendra jamais. Il reste au Burkina Faso, elle ne comprend pas son silence. Donc elle se retrouve complètement isolée. Elle est quand même entourée de son père, de son frère et de sa belle-sœur, qui est sa meilleure amie. Alors il faut savoir que Esther a grandi sans sa mère. Alors, on ne sait pas au début ce qui s'est passé, mais en gros, sa mère n'est plus dans sa vie à partir de ses 7 ans. Mais en fait, elle manque de repères par rapport à l'enfant qui lui va naître. D'abord on lui a annoncé une fille et en fait naît un garçon, donc elle s'attend pas du tout à cette naissance. Lorsqu'elle était au Burkina Faso, elle n'a pas du tout été suivie de manière précise, donc en fait quand elle débarque à la maternité, on lui pose des tas de questions, elle se sent complètement bête, idiote, et puis on va lui coller cet enfant dans les bras qu'elle ne va pas du tout aimer dans un premier temps. Et qu'elle va plus ou moins rejeter et en fait elle va faire une dépression postpartum assez importante. C'est hyper bien raconté je trouve, sans chichi. Solène Joubert, on sent, en fait elle le dit hein, qu'elle est passée un peu quand même, elle est passée elle-même dans son histoire par là et en fait elle fait un roman je trouve qui est très important parce que elle dit qu'on ne naît pas mère, on le devient. Et l'instinct maternel, c'est en fait une espèce de mythe. Alors il y a des femmes, oui il y a des femmes qui tout de suite sont faites entre guillemets pour s'occuper de petits bébés, etc. Puis pour d'autres c'est moins évident et la société a tendance à les culpabiliser parce qu'on comprend pas pourquoi une femme ne s'attache pas à son bébé dès qu'il naît, pourquoi elle ne ressent pas cet élan d'amour. C'est vrai que quand on accouche on se dit quand je vais avoir mon bébé je vais tout de suite l'aimer et parfois ça ne se fait pas, parfois ça prend du temps. Et en fait elle nous raconte ça, elle nous raconte vraiment la descente en enfer d'Esther. C'est quand même assez difficile à lire. Il y a des scènes qui sont difficiles à lire, il y a une scène avec son bébé qui est compliquée à lire. Voilà, c'est vraiment, je trouve, un roman qui est nécessaire pour... moi il y a des choses dans lesquelles je me suis retrouvée. Quand j'ai eu mon fils, il y a des choses qui n'ont pas été évidentes. J'aurais voulu que ce soit magique et en fait ça l'est pas. Et c'est un apprentissage, devenir mère c'est un apprentissage, c'est ce que nous raconte ici Solène Joubert, c'est très bien écrit. Je ne vous raconterai pas d'autres choses bien sûr sur ce titre parce que ce serait trop vous en dévoiler, mais j'ai beaucoup aimé son style, j'ai beaucoup aimé l'histoire et c'est assez poignant. C'est une histoire de femme, c'est une histoire de maternité. Alors les hommes n'ont pas le beau rôle, hein. Les hommes sont des gros lâches, des gros cons j'ai envie de dire dans cette histoire. Voilà, c'est vraiment les femmes qui sont au centre. Et il est sorti là au mois de mars et je trouvais que pour ce mois en l'honneur des femmes, c'est un roman qui est vraiment intéressant à lire. Donc voilà, La Toile des femmes c'est chez M+, c'est de Solène Joubert et je vous le recommande. Je change complètement de style, je vais vous parler cette fois-ci d'un thriller, enfin pas thriller, un roman policier, puisque j'ai enfin lu L'affaire Alaska Sander de Joël Dicker aux éditions Rosie & Wolf. Donc sachez qu'il s'agit du 3e tome de sa trilogie qu'il a amorcé avec L'affaire Harry Kéber, Le livre des Baltimore que j'ai adoré, que je vous conseille. Et donc ce 3e roman vient clôturer la trilogie Marcus Goldman. Donc dans L'affaire Harry Kéber, on découvre Marcus Goldman
qui est un jeune écrivain qui va avoir énormément de succès, qui va retrouver un de ses anciens professeurs qui est accusé d'avoir tué une femme, et donc il va enquêter. Et ça donne lieu au livre L'affaire Harry Kéber. Dans le livre des Baltimore, on retrouve Marcus Goldman. Alors c'est un peu différent, on est vraiment dans sa famille, j'ai adoré vraiment, c'est mon livre préféré de la trilogie. Et donc ce troisième tome, on retrouve notre fameux Marcus Goldman, qui est un écrivain célèbre et reconnu. Et il va devoir enquêter, il va malgré lui enquêter sur la disparition, sur l'assassinat plutôt, puisqu'on le sait, c'est la première scène, sur l'assassinat d'Alaska Sanders, un assassinat qui a été perpétré en 1999. Alors il y a une grosse, j'ai envie de dire, introduction dans ce livre qui dure à peu près une centaine de pages, où on est dans les années 90, et on suit justement cette Alaska Sanders. Le premier chapitre, on la découvre, elle a été assassinée, on la retrouve sur une plage, et ensuite très rapidement, il y a des flics qui vont enquêter et qui vont arrêter 2 hommes, et on pense que l'affaire, ça y est close. Il y en a un qui est en prison, il y en a un qui meurt, je vous dis pas comment. Bref, les assassins de Alaska Sanders ont été arrêtés, ont été punis, donc tout va bien. Et puis en fait, par un truchement de plein de choses, il y a un élément qui va réapparaître, qui va refaire surface et qui va remettre tout en cause. Et on se dit, et si les hommes qu'on a accusés du meurtre n'étaient pas les bons, étaient innocents? Et donc on va repartir avec Marcus Goldman, qui va retrouver un policier avec lequel il avait enquêté dans le premier tome, donc c'est Pete je me souviens jamais, Ga'Alawood, si j'avais bien dit, Ga'Alawood. Et tous les deux ils vont reprendre l'enquête et ils vont chercher de nouveaux indices pour essayer de trouver les véritables assassins d'Alaska Sanders. Ce que j'aime bien moi chez Joël Dicker, et ça on ne peut pas lui reprocher, c'est l'ambiance. On est dans une petite ville, on est à Mount Pleasant, c'est une toute petite ville, je crois qu'on est dans, le New Hampshire. Je trouve qu'il rend vraiment bien l'ambiance de ces petites villes avec ces Américains de classe moyenne, cette jeunesse parfois qui aspire à de grandes choses et puis qui reste bloquée finalement dans leur petite ville à être... Voilà, c'est des jeunes qui avaient de l'ambition, qui voulaient aller à l'université, qui voient leurs ambitions vraiment contrariées et qui finalement finissent par tenir le magasin de leur père ou de leur mère, etc. Je trouve que ça c'est vraiment bien fichu. Il y a quand même pas mal d'allées et venues entre le passé, le présent. Quand il enquête, on est dans les années 2010, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Donc on a beaucoup de va-et-vient, moi j'aime bien cette façon de faire. Après, il y a des facilités, c'est vrai. Il y a des facilités, mais je trouve que c'est un roman qui fait le job. On a envie de savoir la vérité sur cet assassinat. On a envie de savoir ce qui est arrivé à Alaska Sanders. La fin, le dénouement m'a pas trop plu. En fait, j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux. Voilà. Il y avait déjà eu la même chose dans l'affaire Harry Kéber. En fait, je trouve que tout s'emboîte bien. Les pièces du puzzle se complètent, etc. Je trouve que ça va vraiment bien. Et le dénouement, souvent, c'est un peu... il en rajoute un peu, il en fait un peu des tonnes. Et du coup, ça tombe un peu à plat, donc je trouve ça dommage. Voilà. Mais j'ai bien aimé. Je l'avais acheté parce qu'il était venu en dédicace dans ma librairie à Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, il m'avait dédicacé le bouquin. Il est vraiment très sympathique. Voilà, j'avais eu la petite dédicace. Sachez qu'il vient de sortir en poche et que son nouveau roman est sorti en grand format. Son nouveau roman, je crois que c'est Animal Sauvage, quelque chose comme ça. Mais la trilogie, je termine en disant que la trilogie Marcus Goldman, lisez le livre des Baltimore, c'est vraiment excellent. Ça, c'était pour tout ce qui était littérature contemporaine, thriller, et donc je vais passer aux littératures de l'imaginaire. Et j'ai 4 livres à vous présenter, donc je commence avec un tout petit livre, c'est une nouvelle. J'ai lu Chambre 1408 de Stephen King aux éditions Albin Michel, jeunesse dans la collection Wiz. J'aime beaucoup, je les ai tous, mais vous les voyez pas. Ma palle, elle est là, donc j'en ai lu déjà 3, il y en a une dizaine, je les ai tous achetés. Malheureusement, ils ont décidé de ne pas poursuivre cette collection. En fait, ce sont des novellas ou des nouvelles qu'ils ont décidé d'éditer simplement en un one-shot. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc ici, on est sur une petite nouvelle qui fait une centaine de pages. On est sur 107 pages. On suit, je sais plus comment il s'appelle, Mike, qui est journaliste
Alors il est journaliste, on va dire, à sensation, c'est-à-dire qu'il se rend dans des lieux prétendument hantés pour y passer une nuit pour enquêter et ensuite dans son journal il écrit ce qui lui est arrivé. Et là il se rend dans un hôtel, le Dolphin, c'est un hôtel à New York. Et il y a une chambre, la chambre 1408, qui est réputée hantée. Et donc, alors d'abord, Mike négocie assez longuement avec le propriétaire de l'hôtel parce qu'en fait, il y a eu tellement de suicides dans cette chambre, tellement de gens qui sont devenus fous que le propriétaire de l'hôtel a décidé de condamner, il ne veut plus louer cette chambre. Bon, Mike insiste, etc. Et il va quand même y passer, il va pas y passer une nuit, il va y passer un moment. Et il va lui arriver des drôles de choses dans cette chambre. Alors, le prologue il est intéressant parce que Stephen King dit que, voilà, note sur chambre 1408, que lorsqu'il a écrit cette nouvelle, il s'est vraiment fait peur. Il a vraiment eu peur. Bon, moi j'ai pas eu peur. Voilà. Je pense que si vous avez un ado qui veut se faire un peu peur, ça peut matcher. Bon, moi j'ai pas eu peur. Il se passe des choses bizarres, mais ça m'a vraiment pas du tout fichu la trouille. Par contre, on reconnaît bien la patte de King avec cette façon de manier l'étrange, le doute. Est-ce que notre personnage voit vraiment les choses qu'il voit dans cette chambre ou est-ce qu'il hallucine? Voilà, c'était intéressant. J'ai lu cette petite nouvelle. Je vais pas vous en dire grand chose d'autre parce qu'elle est vraiment très courte. Mais bon, elle fait partie donc de ma culture King. Donc ça, je suis très contente. Donc ça, c'était pour le côté fantastique. Je passe à la science-fiction. J'ai succombé bien sûr au phénomène Wayward Pines, tome 1, La Révélation de Blake Crouch. C'est aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. J'ai le deuxième tome qui m'attend dans ma palle et il faut que je me procure le troisième tome. C'est donc une trilogie. Nous sommes dans la science-fiction, thriller science-fiction. On suit un personnage qui s'appelle Ethan qui se réveille dans une petite ville, donc Wayward Pines. Il ne sait pas comment il est arrivé là, il est blessé au milieu de la route, il ne sait pas ce qu'il fiche dans cet endroit, comment il a atterri dans cette ville, pourquoi il est blessé, il sait simplement une chose, il sait comment il s'appelle et il sait ce qu'il fait dans la vie. Et il va vite se rendre compte que cette petite ville cache bien des secrets et qu'elle est un peu étrange. Donc on est à la fois dans le thriller parce qu'on est avec ce personnage qui va tout le long du roman se faire poursuivre, parce qu'en fait dans cette ville de Wayward Pines on n'en sort pas, voilà, et il n'a qu'une envie, c'est d'en sortir, de retrouver sa femme et son fils. Il n'arrive pas à en sortir, donc on est vraiment dans un côté thriller où il se fait pourchasser, etc. Donc c'est très addictif, il y a un rythme soutenu, il y a du suspense. Et puis on est dans un côté science-fiction, attention, parce qu'il se passe de drôles de choses dans cette petite ville. Les habitants ont l'air étranges, ils n'ont pas l'air bien occupés à faire grand chose. On ne cesse de lui mettre des bâtons dans les roues, on ne répond pas à ses questions, et puis on va en apprendre beaucoup plus au fur et à mesure. Je ne vous en dirai pas plus parce que sinon ce serait vous spoiler sur cette histoire, ce serait dommage. Sachez que les 100 premières pages, j'ai eu un peu de mal avec le style de l'auteur où j'ai trouvé que c'était un peu trop gros ce qu'il nous présentait. Je me suis dit oh là là, si c'est comme ça les 200 pages suivantes, ça va un peu m'embêter. Et en fait, on a quand même des réponses au fur et à mesure. Malgré, donc bien sûr j'ai échafaudé plein d'hypothèses, mais on va avoir des réponses à nos questions. Ça se finit quand même, il y a une espèce de petit dénouement. Donc ça termine pas sur un cliffhanger, mais on a certaines réponses à des questions, on commence à voir certaines choses qui sont esquissées. Voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est donc de lire la suite que je lirai au mois d'avril. Donc si vous avez lu le premier tome et si vous voulez enchaîner le tome 2 avec mon mois d'avril, sachez qu'il fera partie de ma palle du mois d'avril. Ça se lit super bien. Donc voilà, c'est pas de la très grande littérature, mais ça se lit très 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 bien et c'est assez addictif. Et je vais passer à la fantaisie. Donc j'ai lu La brume l'emportera de Stéphane Arnier aux éditions Nemos. Voilà, chouette livre, j'adore cette couverture, je la trouve très très belle. On est dans un monde de fantaisie, alors on sait pas vraiment où est-ce qu'on est. On est avec un personnage qui s'appelle Kev, qui est berger. Et en fait, il monte toujours de plus en plus haut dans les montagnes parce qu'en fait, il y a une espèce de brume qui est arrivée sur la terre, là où il habite, et qui dissout tout.
qui dissout. C'est-à-dire que si vous entrez dans cette brume, vous n'existez plus. Et il a perdu sa femme, il a perdu son enfant à naître, il a tout perdu. Il a même perdu son troupeau parce qu'il était berger, il a l'impression qu'il est seul sur terre. Il erre, il essaie de subvenir à ses besoins, il essaie de trouver de la nourriture, de l'eau, de se réfugier dans des ruines, etc. Et puis justement, au cours d'une de ses excursions dans une ruine, il va tomber sur un personnage qui s'appelle Mara Mazoé, qu'on appellera Mara, qui est guerrière, et qui, elle, va plus ou moins délivrer Keb, et qui... en fait, ils vont former un binôme et elle lui dit qu'elle veut arrêter la brume, elle sait comment arrêter cette brume. Et donc nos deux personnages vont se mettre en quête pour stopper cette brume qui est en train de dissoudre la planète, le monde entier. Voilà. C'est un duo qui marche parfaitement bien. Entre d'un côté Mara qui est une guerrière, elle est immense, elle est très costaud. Keb qui est plutôt un homme un peu chétif, ils se complètent très bien. Keb va développer une espèce de pouvoir... Parce qu'il est allé dans la brume, il en est revenu, il va développer un pouvoir qui va lui servir. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, cette manière qu'avait l'auteur de développer ce pouvoir. C'est vraiment bien fichu, c'était bien pensé. Et voilà, on va les suivre dans leur quête. Donc j'ai envie de dire que c'est un livre avec une intrigue finalement assez classique, mais les personnages, ça matche vraiment bien. J'ai adoré la plume de l'auteur, il écrit vraiment très très bien. C'est assez doux quand même comme livre. Même s'il y a des scènes de bataille, de bagarre, etc. Mais j'ai trouvé une certaine douceur dans cette relation entre ces deux personnages. Et puis il y a toute une réflexion sur le passé. Faut-il revenir? Faut-il faire revivre le passé qu'on a connu? Je n'en dirai pas plus parce que ça fait partie de la magie de ce roman. Je ne sais pas si c'était un premier livre. Ah voilà. Stéphane Arnier est un auteur français qui vit en Finlande entre un double expresso et une balade en forêt. Et il écrit des romans de fantaisie. Et en fait, ça se sent vraiment que c'est un auteur qui aime la nature, qui est proche de cette douceur de la nature, qui parfois peut se montrer très cruelle, qu'il aime les forêts, qu'il aime les montagnes, qu'il aime la neige. Ça se sent énormément. Je sais pas comment vous le dire, vous le traduire. Voilà, j'ai vraiment aimé cette plume, j'ai vraiment aimé cette histoire. Et encore une fois, ce binôme entre Mara et Keb, c'était vraiment très très beau de suivre les deux personnages. Il y a une complicité qui va s'instaurer entre les deux. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Voilà, il est sorti au mois de mars. Et encore une fois, je vous le conseille, c'était vraiment très beau. Et je termine, si j'y arrive, excusez-moi, avec un coup de cœur que j'ai eu pour La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott aux éditions Albin Michel Imaginaire. Voilà, déjà la couverture, elle est incroyablement belle. Donc ici nous sommes avec un frère et une sœur, Bellatine et Isaac Yaga. Ils sont d'origine ukrainienne, je crois. Ils habitent, ils sont américains. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas vus. Et en fait ils vont être réunis par un testament qui leur lègue une maison aux pattes de poulet, une maison étrange, une maison qui peut se déplacer, une maison qui vit. Ils vont être contraints de cohabiter pendant un certain temps. Leur père et leur mère étaient marionnettistes, donc en fait, eux, ils ont vécu leur enfance un peu comme des saltimbanques en allant de ville en ville. Ils ont hérité de ces marionnettes et ils se disent, eh bien, on va monter un spectacle de marionnettes dans notre bicoque. Et on va traverser les États-Unis de cette manière. Isaac, il a un don particulier, il a le don d'imiter une personne, c'est de ça d'ailleurs dont il vit. C'est un artiste un peu de rue, c'est un voleur aussi, un escroc au passage, mais il a le don d'imiter les gens à la perfection, de prendre une autre apparence. Et Bellatine a également un don dont je ne vous parlerai pas parce que ce serait vous gâcher. Le don d'Isaac, je vous le dis parce que on le sait dès le premier chapitre. Et ils vont s'apercevoir que cette maison, elle a toute une histoire qui est liée au pogrom juif pendant... alors avant, donc c'est début du XXe siècle, donc c'est pendant le régime, je crois que c'est Staline, où les... Voilà, j'ai un gros... Alors là, j'ai un gros trou de mémoire sur l'histoire. En tout cas, pogrom juif pendant la période de l'URSS. Non, l'Empire russe.
Voilà, je suis nulle, faut que j'aille regarder ça. Bref, ne m'écoutez pas, j'ai un... Pourtant c'est dit et redit dans le bouquin, mais j'ai un gros... Non, 1912, c'est pas l'Empire, c'est l'URSS. Bref. Et donc on va faire des allers-retours entre ce passé, qui est le passé en fait de nos deux personnages, puisqu'ils sont d'ascendance juive, ukrainienne, et que ça va toucher en fait leur arrière-grand-mère, je crois, arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère. C'était vraiment chouette. Alors attention, on est dans du fantastique fantasy. Il faut aimer les personnages un peu foutraques, c'est ce que sont Bellatine et Isaac. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a tout un pan qui est lié forcément à l'histoire de la Russie, à l'histoire de l'Ukraine moderne, la Russie. J'ai trouvé que c'était très original en fait. Il y a une espèce d'âme slave dans ce bouquin qui est assez bien rendue par l'autrice. Elle est poète, elle est poétesse et en fait je trouve que ça rend bien. Elle manie parfaitement bien les mots, c'est très bien écrit. Les deux personnages, alors je vous le dis quand même, vont être, parce qu'il se passe quand même des choses, sinon c'est pas intéressant, vont être poursuivis par un méchant qui s'appelle Ombre Longue, qui en veut à cette maison, il veut la détruire et va les pourchasser, donc ils vont essayer de s'en débarrasser, de comprendre d'où il vient, qui il est, etc., de s'en débarrasser. Il y a des personnages qui sont un peu foufou, ça part parfois un peu dans tous les sens, mais je trouve que c'est vraiment très bien écrit, très bien mené. L'intrigue elle est classique, mais ça marche bien. Et c'est toute une réflexion aussi sur nos origines, sur nos ancêtres, l'histoire qu'il ne faut pas oublier en fait. Parce que si on oublie l'histoire, si on oublie certaines choses de l'histoire, forcément elles disparaissent. Et c'est là où c'est dramatique, que finalement tout ce qui est matériel ne compte pas. Ce qui compte c'est le souvenir, c'est de se souvenir de ce qui s'est passé, de perpétrer ce souvenir, cette histoire. C'était vraiment bien. Je vais le garder ce bouquin parce qu'il m'a beaucoup plu et je pense que je suivrai davantage ce que fait cette autrice parce qu'elle écrit, je vous dis, vraiment c'est l'écriture qui m'a... c'est très bien traduit déjà et c'est vraiment l'écriture qui m'a séduite avant tout, avant l'intrigue. Les personnages sont bien construits, l'intrigue est classique mais ça m'a pas gênée et puis surtout il y a cette espèce d'âme slave, une ode qui est rendue aux contes russes, notamment le conte de Baba Yaga, qu'on connaît peu ici de ce côté-là. C'était vraiment très intéressant et encore une fois je vous le conseille. Alors je devais le lire avec Lucas en lecture commune, on l'a lu un peu en décalé, il a terminé un petit peu après moi, mais il a le même ressenti, il a beaucoup aimé aussi cette histoire. Voilà, donc je vous conseille cette merveilleuse histoire qui m'a beaucoup plu. Voilà, c'en est tout pour ces conseils et pour ce petit point lecture. Je reviens vite pour vous faire, je pense, un book haul. Parce qu'à mon avis, j'ai quand même des choses. Donc le book haul du mois de mars déjà. Non, du mois de février. Le book haul du mois de février. Et puis mi-mars. On va faire... je vous fais un book haul à peu près tous les mois et demi. Je trouve que c'est suffisant. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a certains bouquins que vous avez lus, que vous avez aimés, s'ils vous ont plu. N'hésitez pas aussi à me dire... je sais plus, je suis fatiguée là. Je vous dis n'importe quoi. Oui, à venir, pardon, ça que je voulais vous dire, à venir sur Instagram, si vous voulez faire des lectures communes, c'est là-bas que ça se passe. N'hésitez pas donc à me contacter. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite un très beau mois de mars. J'ai du mal hein, on est au mois de mars déjà, ouais. Un très beau mois de mars, de très belles lectures, de belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!